Le pasteur dit, tu pries pas fort. Dieu n'entend pas. Il dit, ah. Il dit, il faut prier fort jusqu'à ce que la voix là-bas t'entende. Seigneur! Le jour qu'on suivi, j'ai eu 2 admissions. Waouh! Quittées d'une personne qui a été renvoyée. Venir dans une formation où le nombre d'heures requis n'est pas pour avoir un titre de séjour, à avoir un titre de séjour. Travailler avec un contrat à voler international, sachant que non, je ne suis pas un expat. Et ensuite de cela, être renvoyé par l'entreprise avec un outil conventionnel et par la suite répondu sur un projet pour être ensuite réintroduit par l'entreprise. Si ce n'est pas Dieu, franchement, je ne sais pas qui est-ce que tu peux marcher. Humainement, ce n'est pas possible. Pour moi, il y a une autre dimension. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François. Jean-François va partager avec nous plusieurs épreuves qu'il a vécues durant son parcours de construction. Une première épreuve en lien avec son échec lorsqu'il est en école d'ingénieur. Une autre épreuve qui va être la perte de son emploi et le renouvellement de son titre de séjour qui ne va pas se passer comme il l'espérait. Entre toutes ces épreuves, il y a les rebondissements, des anecdotes qu'il a vécues, qu'il a accepté de partager avec nous. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Jean-François, Bonjour. Bienvenue sur Résonance. En tout cas, merci. Ça fait plaisir de te recevoir, merci d'accepter l'invitation. Je t'en prie, plaisir partagé. Sur Résonance, on a un petit rituel. Ok. Donc c'est de soit répondre à une question ou de compléter une phrase. Donc tu préfères quoi? Je vais répondre à une question, c'est plus facile pour moi. D'accord. La question dit ceci. C'était quand la dernière fois que tu t'es senti moins seul face à une épreuve? Senti moins seul. Oui. Soutenu. Je me rappelle très bien quand j'ai perdu mon père en 2016, le 2 février exactement. Voilà, mon délégué, il m'a vraiment soutenu et puis toute l'équipe, puisque mon père c'était un universitaire. Donc j'ai eu du soutien de toute l'université et toute l'université, y compris les étudiants, sont venus à la maison pour son dernier voyage jusqu'à son cimetière. Donc c'était vraiment émouvant. Ça fait chaud au cœur d'avoir des personnes sur qui compter dans ce genre d'épreuve. Exactement. Aujourd'hui, tu veux nous partager tes batailles finalement. Exactement. 2 moments phares de ta vie. Et avant d'entrer dans cette histoire-là, dans ce que tu as vécu, est-ce que tu peux déjà te présenter à nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors donc moi c'est Jean-François Aziabo. Donc voilà, je suis ingénieur de formation en management de projet. Pour faire court, je travaille en tant que chef projet à la DGFIP en consulting. Donc voilà, brièvement. Ok. Et du coup, le premier événement que tu as vécu, c'est lorsque tu étais en école d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc je quitte en Côte d'Ivoire, j'arrive en France. Donc voilà, arrivé en France, je suis inscrit en Master 1 de millage Grenoble. Donc je suis le seul pratiquement ivoirien qui arrive dans cette fac-là. Donc je me débrouille, je ne sais pas comment je m'arrange avec les péripéties et tout. Je perds mon année, en plus ça je suis renvoyé. Donc je renvoyé à l'instant T, je me dis, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis perdu. J'appelle Abidjan pour informer ma mère, qui est aussi grande, aussi dans une panique de folle. Elle s'est dit, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir sans papier, je suis un truc. Donc de bouche à oreille, je contacte des amis. Et voilà, donc je contacte Aubin, qui lui a un règne avec une délégation ivoirienne avec laquelle nous sommes arrivés en France. Donc je lui explique la problématique. Il me dit, qu'il là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc ce qu'il me propose, c'est d'en parler aux autres pour voir comment est-ce qu'on peut m'aider. Donc je lui ai dit, oui, je me suis renseigné, on m'a parlé d'une école privée, ça coûte cher, moi j'ai pas les moyens. Donc Aubin, avec la délégation des Rennes, son président Anani,
Ils ont cotisé, ils m'ont envoyé, je ne sais plus bien, mais 300 euros, un truc comme ça. C'était déjà pas mal hein, à l'époque. Oui, mais j'étais étudiant. Oui. Donc ils m'envoient 300 euros. C'était pour tes besoins ou En fait, c'est pour se collecter des fonds pour voir si je peux trouver une formation. En tout cas, vu ma problématique, je disais comment est-ce que je fais pour vivre et tout. Et puis un jour, un bon matin comme ça, une personne écrit, un ami qui s'appelle, on appelle Abou Zidane. Donc il vit à Lille. Il me dit, vas-y, essaie Paris du Lac. Donc Paris du Lac, c'est une formation à caractère DU qui n'a rien à voir avec moi puisque moi je suis de niveau bac plus 4. Oui, tu Donc je fais peux pas. l'informatique, Exactement. l'IH, tout ça. Donc je vais aller faire quoi en langue pour situer le contexte. Quand tu arrives avec un petit étudiant, tu dois rester dans la même logique, c'est-à-dire renouveler à chaque année jusqu'à ce que tu finisses ton cursus universitaire ou je sais pas quoi là. Que tu as le diplôme. Exactement. Et vu que moi j'étais dans un cursus universitaire informatique, donc quitter l'informatique pour aller dans une branche qui n'a rien à voir avec ce que c'est pas possible en France. Donc moi je vais dans un truc où je sais pas où je vais. Donc je candidate, vu que moi-même de base j'ai des bonnes bases en langue, je me débrouille très bien. Je suis accepté, j'ai mon avis d'acceptation. Donc j'ai introduit ma demande auprès de la préfecture de Grenoble, vu que je suis dépendant de Grenoble à la période. Et la préfecture me lègue un récépissé. Donc il me donne un récépissé en premier lieu, il dit bon c'est déjà pas mal. Et en second lieu, un mois après mon suivi, on me dit bon Jean-François, votre séjour est prêt, venez le récupérer. Donc je vais pas les récupérer. Et voilà, je vais arriver à Paris, je connais personne. Donc à Grenoble, j'avais rencontré une communauté chrétienne qui s'appelle CMCI, que je remercie au passage parce que une dame qui s'appelle Isabelle, qui est une forte croyante, elle m'a vu, elle m'a prêché la parole, l'évangile. Moi, je ne croyais pas, franchement, je me disais, qu'est-ce qu'elle va me raconter la dame là. Donc, je lui explique ma problématique, elle me dit, t'inquiète, prie, Dieu va t'aider. Ah, parce que quand elle te croise, J'étais encore tu dans... t'ouvres quand même à elle, même ça, si tu la connais pas. Je ne la connaissais pas, je me laisse... parce que ce qu'elle m'avait dit, j'avais l'impression que non, c'est comme si quelqu'un l'avait envoyé pour venir... Et bizarrement, c'est quand dans la période de détresse que ces personnes-là, ils apparaissent comme ça, comme un coup de baguette magique. Ouais. Donc, je rentre dans la sphère CMCI, je fais des connaissances, et c'est par le bien de la dame Isabelle elle me met en contact avec l'église de Paris, comme quoi il y a un nouveau adhérent qui arrive, donc une âme perdue, comme on nous appelle. Donc il faut l'héberger pour ne pas que voilà, elle se retrouve encore dans des circonstances aggravantes. Donc à Paris, je viens, je suis hébergé auprès d'une famille qui s'appelle, c'est des Malgaches. On n'a aucune affinité, je ne les connais pas. Wow. Mais par le seul fait que je connais la dame chrétienne avec qui j'ai évangélisé Isabelle à Grenoble. Wow. Il accepte de m'héberger sans même savoir qui je suis. Je suis un meurtrier, un voleur. Non, il m'accepte. Donc je dors avec eux. Donc il y avait aussi des contraintes. Il fallait que je sois aussi régulier à l'église. Je ne trouvais pas de contraintes puisque à l'instant T, j'étais un peu perdu. Donc quelque chose qui m'arriverait, je me dis, j'ai rien à perdre. Et tu te sens comment à ce moment-là, même si tu n'as déjà rien à perdre? Bon, tu arrives à tenir le coup? En vrai, c'était compliqué. Parce que le rythme avec l'église, c'est du lundi au dimanche, il y a des activités. C'est-à-dire, lundi, on doit tenir des réunions sur Discord qui vont jusqu'à 23h. Mardi, pareil. Mercredi, là, on va prêcher. Donc, tu as un terrain de prêche. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est là l'intensité commence à... Ils disent qu'il faut être un vaillant. Donc, jeudi, on va veiller de 22h jusqu'à 1h du matin là-bas. Waouh! Mais pourtant, toi, tu as des problèmes d'étudiant, Bon, le titre de séjour, c'est réglé. C'est ça, ouais. Mais tu cherches encore une école à ce moment-là. Non, l'école, c'est bon, j'ai déjà eu, puisque quand j'ai monté séjour... oui, mais c'était pour Paris du Lac, mais c'était pas... C'était pas une école en tant que telle, mais je me cherchais... L'école que je cherchais pour l'année prochaine. Donc, à l'instant T où je suis à Paris en 2018, là, la problématique des papiers est résolue. L'école a été trouvée, mais j'ai cours une seule fois dans la semaine. Donc moi, je me suis dit, dans cette période-là, c'est le moment de bosser et de trouver l'école dont je veux. Donc, et j'arrive là, je me dis que j'allais bosser. J'ai un autre programme encore. J'ai dit, vendredi, j'ai le cours. Les autres jours là, je dis, viens maintenant, pasteur. Il dit, ah, Seigneur, tu m'as mis dans quoi? Donc, on est là, on reste dans le mouvement. Et donc, je me disais que où ça devient intense, c'est jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, on veille jusqu'à matin. Donc, comment j'ai dit dans ça? Non,
j'ai fait 6 mois, 7 mois. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donc, je dis non, il faut vraiment que je quitte dans ça. Mais comment? Wow. Donc, je suis là, je réfléchis. Il dit, bon, on va commencer à voir des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Donc, je commence à candidater pour avoir un job étudiant. Parce qu'il me dit que j'ai la marge pour pouvoir travailler. Et si je réussis à travailler, je pourrais aussi contribuer au charges de la maison. Et pourquoi pas aussi me dégager aussi de certains programmes de l'église parce que j'aurais une excuse. C'est ça. Donc je candidate au McDo, on m'accepte. Et vu que mon emploi temps était vraiment vide, donc j'y vais, je travaille et là maintenant mon programme évangélique commence à baisser. On me décharge de certaines tâches et tout. Donc je vais maintenant les mercredis, jeudi, vendredi. Et puis les dimanches, bien évidemment, quand il y a des grands cultes. Et voilà, jusqu'à ce que je commence à me former, parce que moi je voulais rentrer dans une école de management liée au système d'information. Donc je regarde l'école de management, je vois que c'est soit privé, donc je ne connaissais pas. Donc je regarde le pôle IAE, il dit ah, ça va être intéressant ça. Donc je regarde, on me dit quoi le message, il dit ça c'est quoi ça encore? Il dit mais moi je suis venu ici là, mais il souffre seulement. Donc je teste, je regarde, donc on dit qu'il faut payer la documentation, nanana, culture générale. Donc j'ai dit j'ai 1 an pour me former. Donc j'ai acheté mes ouvrages. Je me suis mis avec le gars, il dit ah frère, tu connais ma problématique, je veux devenir chrétien, mais il faut vraiment que je trouve un marché cette année. Dans le courant où je suis là, une autre personne arrive dans la même situation que moi. C'est un haïtien. Il s'appelle James. Donc le gars aussi il arrive. En fait le gars il arrive en France avec un visa touriste et il candidate pour avoir une admission à un master. C'est particulier. Et le gars il est avec moi. Moi j'ai candidaté depuis combien de mois? Parce que c'est depuis... je n'ai même pas encore eu un seul... Lui il vient sur place. Admission, admission. Il dit ah mais c'est quoi ça? Il dit là, je commence à paniquer. Il dit non, c'est pas vrai. Il a été admis. Et le gars, il veut rentrer par le pays. Il dit, mais tu es fou. Il dit non, qu'il a visa touriste. Il dit, frère, ne rentre jamais. Aujourd'hui, le gars, c'était une parenthèse, il est devenu docteur au Canada. Donc, on est là et il me dit, vas-y. Donc, avec lui, je bosse. Il m'encourage, on bosse ensemble. On bosse. Et j'étais sur ce message. Je ne sais plus, j'ai eu combien de points. Mais en tout cas, j'ai eu le quota. Et j'ai fait rentrer ma demande dans le dossier de candidature de l'IAE. Et ensuite aussi, j'avais passé le score TOEIC. J'avais eu un bon score, 985, un truc comme ça. Et au-delà, mon dossier, c'est en béton. Si on ne me choisit pas au-delà, on comprend. Donc j'envoie mon dossier, je vais rester à Paris, puisque bien évidemment, je suis à Paris. Donc je candidate à Paris, refusé. Même Master 1, refusé. Tout. Je suis tellement découragé. Avec tout ce que j'ai pu avoir là, je comprends que mon Master 1 où j'ai échoué là, faisait défaut. C'est une étude de dossier. Donc quand les moyennes viennent, on regarde le dernier bulletin d'actualité et c'est lui qui fait foi. En tant que mes autres bulletins des années antérieures où j'étais en Côte d'Ivoire, c'était des bonnes moyennes, tu vois. Mais là, j'ai eu des moyennes. Donc je prends la décision de retirer ce bulletin-là et d'aller au fond avec mon avant-dernier master. Et là, je commence à avoir des réponses. Et et j'ai des réponses, on ne me demande pas de justifier mon année où j'ai échoué, bizarrement. Donc j'ai obtenu une première admission à l'UPM, à Marne-la-Vallée. D'accord. Donc j'ai fait une présélection et je vais faire mon entretien avec le responsable. Je ne suis pas intelligent, je mentionne que j'ai passé un master 1 millage. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas ton truc? Là, je suis coincé. Donc je commence à raconter l'histoire. Il dit non, il va prendre la tâche avec le responsable pour voir qu'est-ce qu'il en est. Bien évidemment que j'aurai des mauvais retours. Donc là, je ne suis pas sélectionné. Donc, là, il dit, ben là, c'est fini, je suis foutu. Donc, s'il n'y a pas de master, c'est foutu. Donc, je vais voir les gens de l'église, là, il dit, il faut qu'on brille. Il me dit, mais tu ne viens pas aller aux prières. Donc, je suis obligé de réduire un peu mes heures du McDo pour répartir encore la prière. Donc, la prière, on va, les sujets des prières. Chaque jour, quand il y avait, moi, j'ai des trucs de prière, là, moi, je n'étais pas dedans. Donc, on me dit, va te mettre en rang, tu vas prier. Donc, un peu timide, il m'a fait comme ça.
Je vais avec, je n'ai pas la foi, je vais, mais on dit il faut partir par Avec tête. la réserve, mais en J'ai même pas temps, tu te de- dis, j'ai pas le choix. Donc je m'en vais, je prie. Le pasteur dit, tu pries pas fort. Dieu n'entend pas. Il dit, ah. Il dit, il faut prier fort jusqu'à ce que la voix là-bas t'entende. Tout le monde dit, Seigneur! Ils ont commencé à rire, tous ont commencé à rire. Ils ont dit, là la foi commence à venir. Le jour qu'on suivi, j'ai eu 2 admissions. Waouh. Et un master 2 à l'université de Rouen. Et puis un master ingénierie du système d'information à Saint-Étienne. Un master 1. Eh ben. Donc j'accepte les deux. Je suis en pré-sélection. Donc il fallait faire des entretiens. Il dit, ah, il faut prier encore. Donc je suis allé voir les pasteurs là. Et tu as prié. La dîme, c'est important. Jean-François, tu travailles, on t'a jamais vu. Je comprends aussi que non, moi je suis comme je ne suis pas pour un an. Il dit, ok. Donc j'ai pris tout mon salaire là, c'était 800 et quelques euros. J'ai donné ça au pasteur. Je faisais ça avec toujours beaucoup de réserve. Il dit, est-ce que tu as vraiment donné avec ton cœur? Tu n'as pas donné ton cœur, ça n'a pas marché. Donc il répond mon agent. Et puis j'enlève 80 euros. Il dit 80 euros et puis 20 euros. Il dit, ça te donne avec ton cœur? Il dit oui. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il te donne avec ton cœur, tu verras ce qui va t'arriver. Donc je me fais l'entretien. L'entretien se passe bien. Et la femme, j'étais tellement stressé. Elle remarque que je suis stressé. Donc je sens que ça va capoter. Et là, il y a une dame qui rentre. La dame rentre, c'est la prof d'anglais. Elle commence à parler à moi en anglais. Elle dit, ah Seigneur Jésus, merci, ça c'est mon domaine. Comme je suis bon en anglais, donc on a commencé à échanger. Elle dit, lui, on les garde. Oh là là. Dis-moi, moi, lui, on les garde. Parce que moi, quand j'avais vu le dossier, la dame faisait là, c'était mort. Elle n'allait pas se Elle dit, lui, on les garde, il allait me motiver et tout. Waouh. Donc je partais déjà avec la vie que je t'ai déjà retenue en Master 2 de Rouen. Master 2 en plus. Master 2, en management des systèmes d'information. J'ai dit, Seigneur Jésus, je n'arrive pas à croire. Quand j'ai annulé le master de Lille, là, il m'avait écrit pour me demander mon devoir, puisque il avait envoyé un devoir de préqualification pour voir. Une évaluation avant de... Donc voilà, je n'ai pas envoyé, il dit non, finalement je vais rester à Rouen. Donc à Rouen, dans la même communauté de l'église, on me confie à un autre dirigeant de Rouen qui s'appelle Tony. Tony, franchement, tu vois la vidéo, je te dis merci, il s'appelle Tony Tafemery, c'est une famille chrétienne qui est très, 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 très ancrée dans la foi chrétienne. Le monsieur, avec sa femme, un jeune couple. Quand on est arrivé chez eux, moi j'avais pratiquement 26 ans, il avait la trentaine, 32 ans, il avait déjà acheté sa maison. En tout cas, il était accompli. Il me dit que c'était Dieu qui lui a laissé. Donc je suis avec lui, j'apprends, il ne me met pas la pression, lui, il me met pas la pression, mais il me laisse, il me regarde pour voir si je suis vraiment... Et il avait compris que vraiment, que je venais, certes j'avais pris la foi, mais je n'étais pas vraiment dans le, comment il appelait ça, le cœur de ce qu'il voulait, c'est-à-dire créer de nouveaux pasteurs pour répandre l'évangile dans tout le monde. C'était les visions en fait, répandre l'évangile et prêcher l'évangile à près de 1 milliard de personnes d'ici 2050. Et moi, je trouvais ça un peu abstrait. Donc, je ne m'inscrivais pas dans cette logique-là. Mais prier avec lui, il n'y a pas de souci. Donc, je suis là. Et je candidate aussi. Il y avait des bonnes relations aussi avec mes responsables de McDo de France. Je suis de McDo France. Donc, je demande à avoir une lettre de motif, de recommandation. Et j'envoie ça à Rouen. Je ne suis pas sélectionné au McDo, mais je suis retenu chez Burger King. Ça me permet d'avoir des entrées d'argent pour financer ma formation. Donc, c'est moi qui payais pratiquement ma formation jusqu'à ce que je finisse ma formation. Et je vais travailler, quand je fais ma formation, j'ai un stage de 6 mois à Dieppe, qui est une ville voisine de Rouen. Oui. Et 6 mois après, on me reconduit encore en CDD. Donc, ça fait... Et pendant la période de 6 mois-là, je travaille. Le Covid, je ne sais plus comment on appelle, là. Ouais. Ça vient. 2020. Donc on m'arrête le contrat. Mon papier aussi était en fin de validité. Oui, le titre de séjour. Donc stressé, je commence à candidater aussi de partout. Et puis je répondis à Marseille. J'arrive à Marseille dans une start-up toute jeune. Donc si mon petit séjour me restait 3 mois. Donc, ces 3 mois-là, je travaille,
En tout cas, je me donne à fond parce que je me dis, ça c'est l'opportunité, si je rate, ça c'est foutu. Donc le CEO me dit, Et ça, c'est toujours pendant le Covid. oui, pendant ça c'est en Enfin, la Covid, la je ne Covid sais chez nous, jamais si c'est exactement. le là. Donc en 2020 et 2021, là où je te parle là, Mm. donc je travaille 2 mois. Donc quand j'arrive là-bas, je lui fais pression pour qu'il me file la documentation administrative, la paperasse là. Donc moi je regroupe tout ça. J'ai fait un document, puisqu'ils avaient laissé des consignes, envoyé la documentation, fait ci, donc moi je fais tout, et j'ai fait un accusé de réception pour attester que j'ai déposé parce que la préfecture ils sont bizarres. Oui. Donc moi j'envoie les papiers, donc je travaille sur CNM, je me dis, ça va aller. 2 mois ça passe, rien, même pas me demander de documents manquants. Donc stressé, je me dis, mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'informe mon responsable pour dire que, ah, mon Dieu, ce jeu-là s'est périmé depuis, il n'y a rien. Donc là, c'est pris des paniques, mais ça s'est périmé quand? J'ai dit dans 2 semaines, pas là. Il dit, ah, Jean-François, il faut que tu trouves un, sinon c'est compliqué. Donc j'essaie de contacter la préfecture, zéro. J'appelle, zéro. Jusqu'à ce que les semaines se coulent. Il me donne une rupture, il me dit, on va arrêter là. Vraiment désolé, tu travaillais bien, tu étais vraiment motivé, c'est vrai que tu voulais travailler. Mais voilà, je comprends, je n'en veux pas, il dit ok, il n'y a pas de souci. En général, les entreprises ne savent pas, Ouais. mais une fois que tu as déjà engagé les procédures, tu as une marge pour rester encore dans ton emploi. C'est ça. Mais lui, il était tellement peureux. Oui. Et puis c'est une start-up, il venait à peine de commencer, il se disait que non, il ne veut pas avoir des problèmes avec des étrangers et tout. Ouais. Oui. Donc voilà. Donc je retourne dans ça et je reste quelques mois et je ne sais pas où partir. Donc tu perds ton emploi Je comme perds mon ça, emploi. chômage, pas de titre de séjour. J'ai pas de chômage, puisque pour avoir chômage, pas papier. J'ai rien. Ouais. Donc là, j'ai rien, je réfléchis, j'essaie de contacter encore dans mon réseau. Et je rentre en contact avec mes amis. Bon, un de mes amis qui s'appelle Xavier m'appelle. Mais tu es où? Et il a commencé à me sermonner. Toi, tu es bizarre, toi, tu viens en France, on vient en France ensemble, tu te caches, tu dis rien, on ne sait pas qu'est-ce que tu deviens. Hein? Et c'est vrai, si on fait ça. C'est mon petit frère d'âge. Hein? Donc, j'étais un peu gêné, donc j'ai expliqué la situation. Il dit, viens à Paris. Viens à Paris, tu vas vivre avec nous. Donc, il dit, ok, ben, j'ai compris. Je quitte là et je viens chez mes amis là, à Paris. À Paris. Mais qu'est-ce qui... Enfin, parce que toi, tu as un souci de titre de séjour. Qu'est-ce qui te dit qu'en venant à Paris, ils vont t'aider à régler le problème? Ben, en fait, ils m'ont dit de venir à Paris. On va essayer de voir, puisque ma demande est toujours introduite à Marseille. Mais d'attendre, de venir, on va voir si on peut trouver. Et j'avais pris des frais d'avocat, j'ai oublié de mentionner. L'avocat, mes petites économies que j'ai eues dans mon travail là, l'avocat m'a tout raflé. Ouais, Donc environ 5 000 euros sont partis. J'ai travaillé combien à peine 3 mois, j'ai payé 5 000 euros, je sais plus maintenant. Tout est parti. Wow. Donc quand j'arrive chez mes amis, eux ils sont bien dans les CDI, en tout cas, voilà, je suis avec des amis là, Xavier, Fusion, ça fait d'où, c'est des amis de longue date hein, avec qui j'ai fréquenté. Et puis d'autres petits amis de N+, qui sont derrière nous, qui ont le logement. Et je rencontre avec eux un nouveau ami qui s'appelle Arnaud Yves, qui lui vraiment va être décisif dans ma vie. Franchement, je tiens à te remercier mon frère. Donc lui c'est mon frère en fait. Et dans la période là, moi je écris toujours à Marseille pour voir. Et puis un jour je prends un rendez-vous je dis bon moi je vais aller tester pour voir. Parce que tu envoies des mails. J'envoie des mails hein, Mais pour j'ai une traçabilité, j'envoie des mails, j'écris, il n'y a pas de réponse. Quand tu appelles, tu restes sur le standard, on te décroche, on te demande ton numéro de dossier, on dit c'est un coup. Wow. Donc je prends un rendez-vous comme ça sur la plateforme de la préfecture. Et la préfecture, je regarde, quand je finis pendant le rendez-vous, je ne regarde pas. Donc une semaine après, je regarde, je vois que le rendez-vous que j'ai pris là, c'est la préfecture de Est-Province. Donc la sous-préfecture en fait. Entre moi, j'ai à Marseille. À Marseille. Il dit, c'est qu'elle a fait ça. Donc vu que j'ai déjà engagé, il dit non, moi il est parti, il est bataillé. Donc j'arrive à Marseille, j'explique ma problématique. On me dit non, votre fiche ne correspond pas, c'est à Aix-en-Provence. Donc je suis là, je vois à côté, il y a un rang qui se forme. On dit dans les cas litigieux. Et
Dans le cas du jeu, ça veut dire beaucoup de choses. Donc moi, je mets dedans. Donc les gens expliquent pour eux. Et les cas du jeu qu'on explique là, non, j'ai renouvelé mon petit séjour. J'ai pas encore eu de récépissé. Il dit, ah, le cas du jeu, ça. Allez, moi, on va appeler ça comment? Mais toi aussi, tu étais à la base dans cette situation. Oui, oui. Avant que le... Enfin, Exactement. pas le pire, mais avant que tu te retrouves C'est ça. sans titre. Donc, arrivé à mon tour, le gars m'interroge, je lui explique la situation avec le récépissé, la photocopie de tout ce que j'ai pu avoir comme document. Il dit, j'ai fait la demande et tout, tout. Il dit, mais c'est bizarre, depuis combien? Ça fait pratiquement 6 mois, 7 mois, tu n'as pas répondu. Non, c'est bizarre. Donc il rentre à l'intérieur, il va. 1 heure, 2 heures, le gars il vient pas dire, ah, et tous sont partis. Ouais. Donc le gars revient à chaud, quand il a vu le gars revenir comme ça, j'étais tout en train de ça, je sais pas, un qui était, je sais pas quoi. Il me dit, oui, effectivement, on a vu votre dossier, qu'il y a eu un souci de mail. Je dis, hein? Souci de mail comment? Il dit, mais mon mail est bien autographié. Il dit, je vous prie de bien écrire votre nom en caractère d'imprimerie. Il dit, mais c'est quoi le souci? Il dit, la personne qui vous a répondu là a mis une CD sur votre François. Donc, on vous avait demandé des documents supplétifs, mais vous n'avez pas reçu. Donc, la personne n'a pas vérifié son retour, il a eu un mail, donc il n'a pas vérifié. Et le gars me dit, c'était le 2 octobre. Il dit, venez sur le ventre, je sais plus, le 2 juillet, un truc comme ça. Il m'a donné rendez-vous d'urgence. Il est venu le 4 rapidement, que c'est urgent. C'est là que j'ai compris que je me suis fait arnaquer par l'avocate. Oui, parce que j'allais te demander, mais elle a contribué à quoi finalement l'avocate? Je 5 000 €? L'avocate n'a rien fait. Elle n'a jamais contacté la préfecture. Dans cette France-là? Je lui ai demandé et j'ai demandé, vous n'avez jamais été contacté par une avocate pour... Et il dit non, on n'a jamais... Il dit bon, après eux, c'est pas eux qui gèrent tout ça. Wow. Parce que moi, j'avais mandaté une avocate pour s'introduire au sein de l'UNBAT, pour comprendre pourquoi mon dossier est perdu. Donc j'ai compris que non, si l'avocate avait vraiment fait son travail, elle aurait su que non, c'était un mec qui n'était pas arrivé à destination. Donc, Et tu as fait quoi? j'ai rien fait parce que moi, en fait, moi j'avais tellement peur de tout ce qui est... Tout ce qui est... Juridique et Je ne vais pas dire j'aime pas, mais j'ai fait... J'ai dit, 5 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais le chemin est encore grand. Donc j'ai rien dit à l'avocat, je n'ai rien dit, j'ai zappé, j'ai oublié. Wow. Donc je suis revenu le 4 juillet, je rentre à la préfecture, on me demande de venir avec des photos. Je viens avec des photos, donc j'ai senti que ça commençait à devenir un peu bon. Donc j'ai obtenu un récépissé. Oh, super. Un récépissé de 6 mois. Il dit dans 6 mois là, seconde bataille, il faut batailler. Avant de me avoir des récépissés, mais quand je suis arrivé à Paris, moi je continuais chez le travail, je me suis dit, c'est possible d'avoir du travail sans, et après être régularisé, tu vois. Ok. Donc je candidate, une ESN m'a trouvé sur le site, ils ont trouvé mon dossier intéressant, tu connais les ESN. Et la jeune fille, là, elle s'appelle Camille Fleury, elle trouve mon CV intéressant, et elle me trouvait dit, oui, j'aime bien ton profil, il y a du potentiel, on peut exploiter. J'ai pas encore, ça c'est avant que j'obtienne mon récépissé là. Donc je lui ai dit que j'ai entamé une démarche à la préfecture de Marseille, donc j'attends le retour. Donc elle s'est dit qu'il y a gain de cause derrière. Donc elle trouve. Donc dès que j'ai mon CV, puisque j'ai fini à Marseille, je suis venu à Paris là, dans la période de 8 mois là, tac, elle me trouve un entretien avec le client. Le client, sans m'avoir vu, il valide mon dossier, mais il n'y a pas de papier. Et il reste le titre de séjour. C'est ça. Mais parce que tu as la chance, parce qu'à la base, même si le titre de séjour, tu l'avais demandé parce que tu étais en emploi à l'époque. C'est ça. Donc ils auraient très bien pu te dire de retrouver un nouvel emploi. En fait, parfois ils sont bizarres. Ouais, c'est ça. Préfecture. Mais quand je suis arrivé, en fait, vu que ma demande qui devait être traitée a été de leur faute. Ok. Donc logiquement, si mon avocat avait fait son travail, moi j'aurais dû être compensé parce que j'ai perdu mon... Dédommagé. Exactement. Ok. Elle n'a pas fait son travail, elle s'est foutue de moi parce qu'elle s'est dit que c'est un étudiant. Donc je me dis que si je pouvais la poursuivre, mais ça fait beaucoup d'argent. Il y a tous les problèmes. Elle s'est tombée pour mes 5 000. Donc on est là. Quand même, il faudrait trouver le truc. Mais il faut faire les papiers administratifs et tout. Elle trouve, je sais pas, elle me demande que quoi. Et je suis ivoirien. Et il savait que l'ESN là a une base en Côte d'Ivoire. Ce qu'il te dit là, c'est vraiment délicat. Hein. Et l'ESN a une base en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce qui est là comme imagination, ça me fait un contrat à caractère international.
Bon, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, on entend parler de ça, Ben, mais je ne sais pas ce j'explique. que ça comprend en général. C'est comme chercher un expatrié en fait. Ok, Donc, d'accord. c'est comme s'ils ils ont déniché une personne de la Côte d'Ivoire qui vient en France pour travailler pour la mission qui a été trouvée. Donc, elle me fait un contrat avec mon passeport. Ivoirien. Et je suis payé avec l'agence de Côte d'Ivoire sous forme de, pas de salaire, mais de service. Là. En tout cas, ils ont réussi à mettre ça dans leur compte à contact. Et on me paye chaque 14 du mois. Et puis, le contrat où j'étais là, le gars aussi, il dit que non, le produit, c'est bizarre. Donc voilà, lui, il veut me séparer de moi. Il dit, aïe. Voilà, on est là et puis bon, le récépissé est tombé par la suite. Donc on a introduit la demande dans les petits contrats qu'on était là pour avoir les petits salariés. Donc je suis avec l'ESN et puis bim, un bon matin, il me dit non, rupture conventionnelle. Quoi? Il dit ah. Je dis mais moi je vous demande juste de patienter que 2 mois, parce que la demande là, ça dit 2 mois. Même si vous voulez ne me payer pas, il dit non, que ça c'est pas bien, non, il faut que tu partes. Tu connais, c'est la pression, pression, pression. J'étais là, mais puis une fois, il me disait, vas-y, signe, t'as pas le choix. Donc je signe. Et dans le courant où je signe là, une entreprise m'appelle. On m'appelle, on dit que ah, ton dossier était intéressant, qu'on a vu ton dossier par le bien de l'ESN. Est-ce que tu es toujours en recherche d'emploi? Il dit oui. Entre moi, j'ai déjà signé une autre convention avec eux. Bon, je sais pas comment on appelle les papiers là. Il me dit oui, on va te poser devant les clients. Donc je vais, ça marche. Donc les SN, ils se disent que, oui Jean-François, les clients, on vient de m'appeler, on vient de me dire que tu as échangé avec un client qui a ton dossier. Donc il faut que tu viennes en ESN pour qu'on annule. Tu vois si tu vois un peu comment il fonctionne. Oui, mais le client voulait te prendre en interne. Il pouvait me prendre en interne, mais comme j'étais en contrat avec eux, il dit qu'il ne peut pas. Ils peuvent pas. Et qu'il a, il a reçu mon dossier par le bien Ah. d'un business manager, donc il ne peut pas. Oui, oui. Donc c'est compliqué. Je signe le contrat, 2 mois après, je reçois mon petit séjour. Enfin. Quand j'ai reçu mon petit séjour, je ne croyais pas. Hein. Oh, tu te sentais comment à ce moment-là? Parce que justement, quand tu dis tu étais dans l'embarras ou même quand ton titre de séjour sort, c'est comme si c'est bof quoi. Parce qu'on a l'impression que tu as tellement encaissé que là, ça ne te dit plus rien. Franchement, ça ne me disait plus rien. Parce que j'étais devenu. Je ne vais pas dire. J'étais devenu vite. J'avais plus. J'étais dans la période où je n'avais pas mes papiers administratifs là. Mes amis, bon, je ne vais pas te mettre le dos, mais ils avaient aussi les charges. Ça, je reconnais, mais je sentais un peu l'éloignement parce qu'on se disait, j'amenais des bouts de couleurs comme ça avec un OQTF. Et tu sais, quand tu as l'OQTF, c'est comme si il y a une sphère qui est là, tu es à côté, et puis tout le monde te regarde d'un mauvais œil. C'est comme si tu étais un démon. Ouais, Donc, et pourtant, je me suis renfermé, j'ai créé une couverture. Et c'est là que mon ami Yves, que je connais pas ni d'Eve ni d'Adam, hein, qui lui rentre en action, il m'aide, il me donne sa carte alimentaire, vas-y mange. C'est avec lui-même que je dormais dans sa chambre. C'est lui-même qui me remontait le moral que ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Sa maman aussi était une femme de prière. En tout cas, pendant cette période-là, j'ai beaucoup prié. Au début, je ne vais pas te mentir, je ne croyais pas vraiment, mais là, je ne vais pas dire régulièrement, mais si tu me parles de Dieu là, franchement, quand quelqu'un me parle de Dieu, franchement, je suis très attentif. Et ce gars-là, Yves Anneau, aujourd'hui, c'est devenu comme mon frère. C'est devenu comme mon frère partout. Voilà. Mais les amis qui ont fait que je connais Yves aujourd'hui, ils nous jalousent parce qu'il est devenu, il vient chez moi régulièrement, il va même plus chez les autres. Ouais, vous êtes devenus très soudés. Ouais. Est-ce que il y aurait des anecdotes que tu aimerais nous partager? Est-ce qu'il y a quelques anecdotes, alors, une ou deux? Bien sûr, une anecdote, c'est comment est-ce que je rencontre pendant cette période-là, quand j'ai parti à Marseille, j'avais rien. J'avais pas d'argent parce que je savais pas. Donc, c'est ma compagne là c'était pas ma compagne, c'était une amie comme ça, qui me donne 500 €. Mes amis avec qui je vivais là, eux, ils n'ont pas pu cotiser 5 € pour me donner. 500 €, c'est beaucoup. Elle a 500 €, dit tiens, vas-y. Hein? Femme donne 500 €, en France ici.
Une étude que tu connais même pas, même. Genre, on se rencontrait une, deux fois, je parlais de mon problème. Et j'avais vraiment, quand j'expliquais mon problème, je n'ai pas fait pitié, mais j'essayais de faire comprendre à la personne que j'étais dans le besoin. Elle me dit, elle est venue, elle a pris sa carte, elle a retiré, tiens, voilà. Wow. Ouais. Merci à elle. À Kessopie, aujourd'hui avec elle, je vis. Ouais. Comme je dis à sa maman, je vous dois reconnaître sa vie. Pour toujours faire le bien et ma belle-mère, aujourd'hui, avec qui j'ai de bonnes relations, elle m'a hébergé gratuitement. Avant même qu'elle sache que j'étais avec sa fille. Elle m'a dit, tu es mon fils, avant que tu sois mon fils. Je dis, je dis moi. Quand je faisais rien, elle paye la nourriture, tout. Wow. Donc j'ai eu, en dehors de la famille chrétienne qu'on appelle la CMC, l'église, là, j'ai eu une autre famille. Donc j'ai passé par, durant ces différents éléments, j'ai été porté par mes amis, déjà à Xavier, Fulgence, Jean-Yves, mon pote aujourd'hui. Voilà. C'est des personnes à qui je dois dire vraiment merci. Ouais, merci parce que vraiment des gens qui t'ont soutenu. Oui, j'ai traversé des moments difficiles, mais avec eux, ça a atténué un peu ma blessure parce que je me disais, si j'étais seul dans ces moments-là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. De ces épreuves-là que tu as traversées, s'il y avait des leçons que tu as retenues, ce serait lesquelles? Toujours croire à son destin et mettre la prière. Je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui je ne suis pas pasteur. J'ai été vraiment évangélisé pour être pasteur, mais je pense que ce n'était pas vraiment ma vocation. Mais ce que je retiens de ces leçons-là, de ces différentes aventures-là, il faut croire en Dieu. Parce que quitter d'une personne qui a été renvoyée, venir dans une formation où le nombre d'heures requis n'est pas pour avoir un titre de séjour, à avoir un titre de séjour. Travailler avec un contrat à voler international, sachant que non, je ne suis pas un expat. Et ensuite de cela, être renvoyé par l'entreprise avec un outil conventionnel et par la suite rebondir sur un projet pour être ensuite réintroduit par l'entreprise. Si ce n'est pas Dieu, franchement, je ne sais pas qui est-ce que tu peux marcher. Humainement, ce n'est pas possible. Pour moi, il y a une autre dimension. Si tu devais passer un message à une personne, qu'est-ce que tu lui dirais alors, au final? Je ne sais pas toi qui regardes la vidéo, ce que je peux te dire, c'est... je vais te faire une anecdote. Je me rappelle très bien que j'avais fait un screenshot de la période où je traversais, j'avais 0,02 centimes sur mon compte. Aujourd'hui, même, je ne sais même plus où mettre de l'argent sur mes différents livrets. Mais avant de passer par là, j'ai beaucoup cru. J'ai cru, j'ai prié, même souvent, mais sans avoir la foi. Et j'ai fait beaucoup entourer pour ne pas avoir de mauvaises idées. Et sache que chaque problème qui est mis sur ton chemin a forcément une solution. Réfléchis, assieds-toi, réfléchis. Et tu verras que tout est possible. Ne jamais abandonner, jamais. Merci beaucoup. Je t'en prie, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, si, mais on va te laisser partir comme ça. On a un petit rituel de fin. Okay. Et justement, il s'agit d'un mot que l'invité précédent t'a laissé. Ah. Et donc toi aussi tu feras pareil avant de partir, laisser un petit mot pour le prochain invité. La foi. Et c'est ce que j'ai retenu avec cet épisode-là, c'est vraiment la foi. Franchement, ouais. La foi. Tu le sais peut-être déjà, mais il est bon de le rappeler. Sois toi, vrai, assume tes origines, assume ton identité et fonce. Brille de mille feux, quel que soit le lieu où tu te trouveras. Et surtout, n'hésite pas à accéder à ces cadres, ces lieux dits restreints, puis montre ta valeur en étant fier de ton origine. Il n'y a pas plus grande charge mentale que de nier son histoire, son identité et son origine. Le message est beaucoup porté sur l'identité,
son origine parce que c'était un peu l'histoire que la personne avait adressée. Le fait de nier, d'avoir honte du fait de se retrouver dans une classe sociale parfois différente. Ok. Mais bon, aujourd'hui, c'est bon, c'est du passé, tout ça. Super. Merci à toi. Ah, je t'en prie. Hein. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Pour la petite anecdote, Jean-François connaît Aubin qui est déjà passé sur le podcast. Et donc, c'est lui qui nous a mis en contact et Jean-François a accepté sans même me connaître. Et donc, je n'ai à te remercier pour ça. Et puis, je te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. J'espère que c'est fini toutes ces épreuves-là. Ah, ça va. Et que Dieu continue de veiller sur toi et ta femme. Amen. Et ta famille, voilà. Amen. En tout cas, amen. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous aussi vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas, contactez-nous via l'adresse email qu'il y a en description. Et nous ferons un plaisir de vous recevoir, vous aussi, dans ce podcast. Sur ce, prenez bien soin de vous. Laissez-nous des commentaires bienveillants, surtout, j'insiste. Et partagez ce podcast autour de vous à une personne qui en a besoin. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Bye!